c'est ici. Salam alaikum. Bonjour. Avant de commencer et de lire le petit mot que j'ai préparé, je voudrais présenter les excuses de M. Abdeljalil Hajamri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, qui ne peut être des nôtres à cette conférence parce que des obligations professionnelles le retiennent en dehors de Rabat. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Confédération suisse au Maroc, Monsieur le professeur Michel Mayor, Madame, Messieurs, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdemoiselles et Messieurs les doctorants, Mesdames et Messieurs, chers invités, dans le cadre du cycle de conférences et de manifestations culturelles organisées par l'ambassade de la Confédération suisse au Maroc, par l'Académie du Royaume du Maroc et par l'Académie Hassan II des sciences et techniques, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui l'illustre physicien astronome Michel Mayor, professeur honoraire à l'Université de Genève, lauréat du prix Nobel de physique en 2019, obtenu pour sa découverte historique des exoplanètes. Je voudrais, au nom de vous tous, dire merci au professeur pour avoir bien voulu répondre à notre invitation et contribuer à la célébration de ce 100e anniversaire. Le professeur Michel Mayor a étudié la physique à l'Université de Lausanne et l'astrophysique à l'Université de Genève. Il a préparé son doctorat sur les structures des galaxies spirales. Et en 1984, il a été nommé professeur à l'Université de Genève. Ses travaux portent sur les étoiles doubles et la recherche de compagnons plus légers autour d'étoiles semblables à notre étoile le Soleil. De 1998 à 2004, il est directeur de l'Observatoire de Genève et représentant de la Suisse au Conseil de l'Observatoire européen austral. Monsieur le professeur, permettez-moi de faire une brève introduction pour rappeler l'intérêt qu'a toujours porté l'homme à son environnement immédiat et à l'univers. Au cours de l'histoire de l'humanité, nous avons connu plusieurs révolutions scientifiques. Et pendant plus de 2 millénaires, notre compréhension de l'univers était basée sur le modèle géocentrique selon lequel la Terre est au centre de l'univers. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic, un chanoine polonais, bouleverse cette vision du monde par sa confirmation du modèle héliocentrique. Ce fut une révolution scientifique qui ébranla l'image qu'avaient les hommes d'eux-mêmes. La Terre et l'homme n'apparaissent plus au centre de notre univers.
Au cours du XXe siècle, notre compréhension de l'univers a fait autant de progrès que pendant 2000 ans, grâce notamment à deux révolutions scientifiques au XXe siècle, à savoir la relativité générale et la physique quantique, qui ont permis d'élaborer le modèle standard de l'univers, le modèle dit du Big Bang, le grand boom. Ce modèle, n'étant pas une théorie, laisse beaucoup de questions sans réponse, telles que les problèmes d'asymétrie matière-antimatière, tels que la nature de la matière noire, la nature de l'énergie noire, le nombre, tel que le nombre de constituants élémentaires de la matière. Bref, la révolution scientifique que nous vivons aujourd'hui pourrait être celle dans laquelle la fiction se révèle être la réalité. En effet, tous ces développements scientifiques ont soulevé d'autres interrogations et ont entrouvert d'autres champs de recherche, notamment sur l'existence d'autres univers, les multivers, les univers parallèles, les mégavers, et même cette tendance est allée jusqu'au point où le physicien Alexander Vilenkin publia en 2001, après l'élection de George W. Bush et après la défaite d'Al Gore, un article dans la prestigieuse et fort sérieuse revue Physical Review, où il conclut que certains lecteurs, et je cite, se réjouiront d'apprendre qu'il existe une infinie de régions dans le cosmos dans lesquelles Al Gore est président. Cette nouvelle révolution nous semble faire fi de la méthode scientifique et notamment de la nécessaire et indispensable vérification expérimentale. Chers professeurs, mesdames, messieurs, cette introduction nous amène au sujet d'aujourd'hui, à savoir, sommes-nous seuls dans l'univers observable? Il y a environ 25 ans, en 1995, notre illustre invité, le professeur Michel Mayor, et son doctorant, M. Didier Queloz, découvraient la toute première exoplanète à l'aide du spectrographe Elodie installé sur le télescope de 1,93 m de l'Observatoire de Haute-Provence dans la région de Nice, en France. En 2019, pour cette découverte, ils reçurent le prix Nobel, comme je l'ai rappelé au début, le prix Nobel de physique. Aujourd'hui, on recense plus de 5000 exoplanètes. Nous sommes donc en droit de nous poser la question: si ces planètes en orbite autour d'une étoile semblable à notre Soleil, renferment-elles les conditions nécessaires à l'émergence de la vie
et éventuellement quel est alors son niveau de maturité et de civilisation. Et à ce propos, permettez-moi de rappeler une expérience due à Stanley Miller et Harold Clayton Urey, menée dès 1953 et destinée à mettre en évidence une éventuelle origine chimique de la vie sur Terre, en faisant réagir de l'eau, du méthane, de l'ammoniac et de l'hydrogène, mixture dans laquelle on fait passer un arc électrique, un éclair. Et l'expérience, au bout de quelques jours, a pu synthétiser spontanément dans ce qui pouvait être considéré comme condition environnementale de la Terre primitive, a pu synthétiser, dis-je, des molécules organiques complexes et même des acides aminés qui sont, comme vous le savez, à la base des protéines. Toutes ces questions suscitent notre intérêt, suscitent notre désir de savoir et surtout notre plaisir à écouter, à vous écouter, cher professeur Mayor, dont certainement les propos tout à l'heure vont intéresser et interpeller non seulement les scientifiques purs et durs, mais aussi les philosophes, les humanistes. Et si vous le voulez bien, avant de vous donner la parole, je voudrais inviter Monsieur Scherer Guillaume, ambassadeur de Suisse au Maroc, à dire un mot avant la conférence. Merci pour votre attention. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers invités présents aujourd'hui dans cette magnifique salle ou qui nous suivez en ligne, c'est toujours un immense plaisir pour moi de prendre la parole durant ce cycle de conférences sur l'innovation et les questions du temps présent organisé dans le cadre des célébrations du centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc. C'est aussi bien sûr un grand plaisir d'être si bien entouré. Et je tiens à remercier les académies Hassan II des sciences et techniques et aussi l'Académie du Royaume du Maroc pour leur toujours excellente collaboration. Beaucoup de mes collègues aiment à le penser, à le croire, parfois à l'affirmer. Nous autres, les diplomates, nous sommes plutôt malins, voire même intelligents. L'idée, bien sûr, ne m'est pas désagréable. Mais je dois bien sûr mentionner que lorsqu'on se trouve face à un prix Nobel de physique de surcroît, on se sent forcément très petit, immensément petit. Vous l'aurez remarqué, précision suisse oblige, la venue aujourd'hui du professeur Mayor coïncide avec la saison des prix Nobel, même si aucun Suisse n'a été nommé cette année. Le secrétaire perpétuel l'a mentionné. Le professeur Mayor est prix Nobel de physique pour sa découverte, avec un autre compatriote, Didier Queloz, de la première exoplanète en 1995, comme nous disons en Suisse, 95, comme certains d'autres le disent. Mais le professeur Mayor, prix Nobel, n'est pas que cela. Il est professeur à l'Université de Genève, il est directeur de l'Observatoire de Genève et surtout ambassadeur de la diplomatie scientifique. En effet, le professeur Mayor représente la Fondation pour Genève au sein d'une récente initiative qui est très chère à mon ministre, le ministre suisse des Affaires étrangères.
Je veux parler de la Geneva Science and Diplomacy Anticipator, qui a tenu son tout premier sommet la semaine passée à Genève. Cette initiative vise à identifier des innovations scientifiques qui se dessinent et s'accélèrent aux quatre coins de la planète afin d'anticiper les conséquences de ces innovations sur les sociétés, sur la société. Et dans ce rôle, le professeur Mayor a la grande tâche, notamment, de présenter au public les besoins de cette démarche de prospective scientifique. Les découvertes du professeur Mayor ont largement contribué au rayonnement mondial de notre capacité d'innovation, de notre précision, de notre excellence scientifique. Elles nous fournissent aussi d'excellents atouts que nous pouvons et voulons mettre en avant. Et c'est ce que nous faisons grâce à ce cycle de conférences. Mais plus que de nous mettre en avant, nous voulons faciliter les contacts et les rencontres entre nos écosystèmes de formation, de recherche et d'innovation de pointe entre le Maroc et la Suisse. Monsieur le professeur, je ne le cache pas, votre domaine d'expertise me dépasse très largement. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de ressentir beaucoup de fierté lorsqu'on évoque votre nom. Fierté car vous êtes l'illustration de cette Suisse qui brille par son excellence académique et scientifique. Cette Suisse qui, malgré sa taille relativement modeste, parvient à se faire sa place dans le domaine de la recherche spatiale et à jouer dans la cour des grands. Fierté aussi car je suis persuadé que vos découvertes, aidées par les valeurs que je mentionnais et qui font la Suisse, inspirent de nombreuses générations de chercheurs à travers le monde. Et votre présence parmi nous ce soir, c'est aussi cela. Inspirer nos universités, nos institutions de recherche, nos chercheurs, nos étudiants, nos académies à se rapprocher, à partager, à créer et à innover ensemble. Et aussi de temps en temps, bien sûr, à lever les yeux vers le ciel pour rêver. Je me réjouis beaucoup de vous écouter. Peut-être que j'apprécierais d'avoir l'électronique. Voilà, elle arrive. Merci. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur l'ambassadeur, chers amis des sciences. Évidemment, pour moi, c'est un énorme privilège d'être ici dans cet merveilleux endroit et la possibilité de vous parler de mon domaine favori de recherche depuis un peu plus de 30 ans même, qui est la recherche de ces autres mondes du cosmos, et d'être juste encore au virage maintenant de la deuxième question, est-ce qu'il y a de la vie sur certains de ces mondes? Alors, ce sera une conférence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sera très facile à suivre. Peut-être il y aura un petit détail qui sera difficile à comprendre. Ça n'a aucune importance si vous arrivez à avoir l'esprit général. D'abord, peut-être un point qui est intéressant à souligner, c'est qu'on n'est pas les premiers à se poser des questions dans ce domaine. Pour moi, je trouve très émouvant d'imaginer que le philosophe Épicure, voici plus de 2000 ans, discutait déjà de ces matières avec un autre de ses collègues dans une très longue lettre très célèbre où il dit en particulier à un moment de cette lettre, les mondes sont en nombre infini, certains similaires aux nôtres, d'autres étant différents. Imaginez, il y a plus de 2000 ans, ce genre de réflexion, et plus loin dans la même lettre, des espèces vivantes, plantes ou toute autre chose visible, pourraient exister dans certains mondes et ne le pourraient pas dans d'autres. Absolument un niveau d'abstraction fabuleux qui, en fait, n'était pas du tout les premières références qu'on pouvait avoir, puisque déjà presque 2 siècles avant, il y avait déjà d'autres philosophes qui débattaient de ces matières. Je ne vais pas passer trop de temps à l'histoire de ce domaine qui est extraordinairement riche au cours des 2 derniers millénaires.
En fait, ce genre de réflexion ne s'est pas du tout limité au monde grec. On trouve par exemple au XIIIe siècle le philosophe Albert le Grand qui dit, ça me fait du bien à mon ego, existe-t-il plusieurs mondes ou n'en existe-t-il qu'un? C'est une des plus nobles et exaltantes questions dans l'étude de la nature. Voilà, XIIIe siècle. Vous avez aussi cette référence, aussi du XIIIe siècle, où l'archevêque de Paris demande l'autorisation au pape Jean XXI de pouvoir enseigner à la Sorbonne, discuter la question de la pluralité des mondes dans l'univers. C'est tout à fait faux de croire que ces 2 derniers millénaires ont été absents des discussions dans ce domaine. Après, évidemment, il y a l'épisode très fameux de Giordano Bruno qui a été brûlé en 1600 pour d'autres raisons, au fait que c'est sa manière de voir la possibilité qu'il y ait d'autres mondes dans l'univers. Et puis après, on entre dans l'ère moderne avec les travaux de Kant et de Laplace qui font la remarque évidente que toutes les planètes tournent dans le système solaire dans le même sens et dans un disque, et ils disent elles doivent être nées dans une nébuleuse, un disque de matière qui leur a donné naissance, donc il y a 2 siècles de ceci. Voilà. Et je vous montre la première photo des exoplanètes qui date de 1752, qui est due à un peintre italien qui a fait cette fresque au sommet, au plafond d'un cloître à Prague, où il a dû entendre parler de l'hypothèse de Giordano Bruno. Et donc, vous voyez déjà ici qu'il existe, toutes les étoiles sont entourées de petits systèmes planétaires, voire même d'orbites cométaires. Donc, l'idée était déjà présente, pas partout, mais dans certains milieux. Revenons maintenant à notre époque. Vous savez certainement qu'on fait partie d'un grand système qu'on appelle la Voie lactée, où les astronomes utilisent plutôt le terme de galaxie. C'est un ensemble de quelques 200 milliards d'étoiles qui sont liées par la gravitation et qui tournent sous forme d'un très grand disque. Le Soleil, par exemple, va mettre à peu près 200 millions d'années pour faire un tour, ce qui est encore court par rapport à sa vie. Il a pu faire beaucoup de tours. Voilà. Alors ça, c'est une photo recomposée par les observations du satellite Gaïa, qui a photographié, puis après on a recomposé toute la sphère céleste. Voici. Il y a la lumière des étoiles et de la poussière qui cache certaines parties de ce système. Alors, on ne peut pas sortir de notre système pour prendre une photo. C'est beaucoup trop grand. Imaginez que la lumière va mettre 100 000 ans pour passer d'un bord à l'autre. Gigantesque, absolument gigantesque. Par contre, on connaît par les analyses qu'il existe d'autres systèmes équivalents, d'autres galaxies, et donc notre galaxie est quelque chose qui est proche de cette image ici d'une galaxie spirale. Imaginons par l'esprit que l'on puisse pointer un télescope sur un petit coin d'une telle galaxie pour voir en fait quelle est la matière, quelle est la constitution de cette galaxie. En fait, petite parenthèse, cette démarche a été faite par Galilée en 1610 avec un télescope qui était gros comme ça. Il a regardé la Voie lactée, il a découvert que c'était que la superposition d'un très grand nombre d'étoiles. C'est une des grandes découvertes de Galilée de 1610. Alors, évidemment, je ne vais pas faire je ne vais pas faire cette expérience sur cette galaxie-là, mais je vais prendre une vraie photo de notre galaxie dans les régions centrales, et voilà. Donc ça, ce n'est pas un dessin, c'est une galaxie d'un tout petit coin du ciel dans les régions centrales de notre galaxie. Donc, une chose, si vous devez garder une chose de cette conférence ce soir, le problème n'était pas de découvrir une nouvelle étoile, des étoiles on en attend qu'on en veut, le problème c'était de savoir est-ce qu'il existe des planètes qui tournent autour de ces étoiles.
J'ai aucune idée combien il y en a sur ce tout petit bras, mais il y en a beaucoup. Hein. Donc le problème, est-ce qu'on est capable de détecter s'il existe des planètes qui tournent autour de ces innombrables? Donc peut-être, parenthèse, notre Soleil n'est qu'une étoile. Hein. Donc ça, on peut dire, c'est quelques milliers, dizaines de milliers de soleils. Alors là, il y a un petit problème. Ah, voilà. Dans la galaxie que je vous ai montrée avant, je n'ai peut-être pas insisté assez, le long des bras spiraux, il y avait des petites taches roses. En fait, c'est dû à une transition atomique de l'atome d'hydrogène qui donne cette couleur framboise. Peu importe. Cette image ici, c'est une image d'un nuage qui s'appelle la nébuleuse d'Orion. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu avec une bonne paire de jumelles. C'est un grand nuage de gaz dans notre galaxie, dans la nôtre. Quand je dis grand, c'est peut-être 100 000 fois la masse du Soleil. Donc, c'est des gros nuages qui, de temps en temps, vont devenir instables sous l'effet de la gravitation et ils vont s'effondrer et former de nouvelles générations d'étoiles. Donc, en permanence, aujourd'hui, dans la Voie lactée, il y a la formation de nouvelles étoiles. Voilà. Et par la même occasion, eh bien, c'est la formation des étoiles va donner naissance à la formation de planètes. Alors, on revoit ici une autre photo de la nébuleuse d'Orion. À gauche, le télescope Hubble, le télescope spatial, a fait des photos avec la netteté qu'il pouvait avoir hors de l'atmosphère terrestre d'un certain nombre d'étoiles jeunes qui sortaient de la nébuleuse. Alors, quand je dis des étoiles jeunes, c'est des étoiles qui ont moins, disons, de 4 millions d'années. Évidemment, nous, on dit 4 millions d'années, ça ne paraît pas jeune. Je vous rappelle que notre Soleil, c'est 4600 millions d'années. Donc, c'est 1000 fois plus jeune que le Soleil. Et la chose qui est marquante ici, c'est que chaque jeune étoile est encore entourée d'un petit disque de gaz et de poussière qui tourne autour de lui. Ça nous rappelle ce que disaient Kant et Laplace il y a 2 siècles. La formation des planètes nécessite la présence d'une nébuleuse. Voilà. Donc, a priori, on observe directement qu'il y a, je dirais, la nurserie pour la formation des systèmes planétaires. Alors, petit cours de physique, parce qu'après on en aura besoin, c'est comme ça qu'on les a trouvés, l'effet Doppler. Tout le monde en a entendu parler, comme ça, le changement de tonalité d'un train ou d'une ambulance qui s'approche et s'éloigne, etc. C'est un effet qui est élémentaire et qui est présent dans tous les phénomènes ondulatoires. Alors, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais imaginez un petit insecte qui saute sur place sur un plan d'eau. À chaque fois qu'il touche l'eau, ça fait une petite vague. Donc, après un certain temps, vous avez un ensemble de vagues concentriques, des cercles concentriques. Maintenant, imaginez que le même petit insecte se déplace graduellement. Et vous verrez qu'en avant du mouvement, les ondelettes sont plus serrées qu'à l'opposé, ce qui est évident. Et c'est l'effet Doppler. À savoir que dans la direction du mouvement, les ondes sont plus serrées, donc les longueurs d'onde sont plus courtes, à l'opposé, elles sont plus longues. Donc c'est l'effet physique qu'on va utiliser pour détecter des planètes. Évidemment, pas dans les ondes sur un étang, pas dans le domaine acoustique comme les ambulances, mais dans le domaine des ondes lumineuses qui présentent aussi le même phénomène. Voilà. Alors, le problème... un petit problème de technique. Ah non, il faut que je fasse comme ça. Voilà. On a utilisé ce phénomène. En gros, quand vous avez une étoile qui est ici, une planète qui tourne autour, eh bien, la planète, on ne la voit pas. Mais l'étoile va faire un petit cercle autour du centre de gravité du système. Simplement, l'effet sera très petit, parce que prenons le cas de la Terre et du Soleil. La Terre est 300 000 fois plus légère que le Soleil. Donc, c'est évident que si la Terre fait une grande orbite en une année, le Soleil va faire une orbite aussi en une année,
mais très très petite. Donc tout le jeu va être d'avoir construire un instrument capable de mesurer des tout petits changements de vitesse des étoiles. Si on détecte ce que l'on a fait il y a 26 ans, on voit ici un diagramme où on a la vitesse en fonction du temps. Et une étoile se rapprochait de nous, s'éloignait de nous, se rapprochait de nous périodiquement, avec une période de seulement 4,2 jours. Alors ça, c'était notre problème à l'époque. Pourquoi? Parce que la théorie disait que les planètes géantes, on peut calculer la masse, c'est environ la moitié de Jupiter. Comment dire? La théorie nous disait que les planètes géantes comme Jupiter ne pouvaient pas avoir une période plus courte que 10 ans. 10 ans, c'est environ 4000 jours. Donc, on avait une découverte qui avait un désaccord d'un facteur 1000 par rapport à la théorie. Donc, on a pris quelques précautions. On a essayé d'éliminer des hypothèses alternatives. Et quand on a été convaincu qu'il n'y avait aucune autre explication qui tenait la route, eh bien, on s'est risqué à publier ça. Et donc, ça, c'est l'image qui nous a valu le prix Nobel, là, un petit dessin comme ça. Voilà. Et donc, c'était sur un télescope modeste, de 2 mètres de diamètre. Ce n'était pas ça la chose originale. La chose importante, c'était le spectrographe, donc l'instrument capable de mesurer des changements de longueur d'onde de l'étoile. Depuis lors, on a pris goût. Évidemment, c'était très satisfaisant d'avoir pu découvrir une première planète, et on a mis un certain effort pour améliorer nos instruments. Et là, vous avez tout premier qu'on n'a pas utilisé pour ça, en 1977, précision 300 mètres par seconde. Elodie, celui qui a permis la découverte de la première planète, 13 mètres par seconde. Après, on voit qui s'appelle HARP, c'est moins beau, 1 mètre par seconde. Imaginez, on a un instrument qui est capable de mesurer des variations de vitesse comme ça sur une étoile qui se trouve à des dizaines, des centaines d'années-lumière. Et le dernier qu'on vient de mettre en service au mont Paranal au Chili, il est capable de mesurer des changements de vitesse d'étoile de 10 cm par seconde. Comment dire? Voilà. Ça, c'est la précision nécessaire pour attaquer le problème qui va nous concerner plus tard, la détection de planètes aussi petites que la Terre, puisque je vous mentionne que la Terre ne fait bouger le Soleil qu'à 8 cm par seconde. Donc, la Terre, elle n'a pas beaucoup d'effet pour perturber l'orbite du Soleil. Alors maintenant, je fais un petit détour pour vous présenter un autre instrument qui est un interféromètre qui est construit sur un altiplano chilien à 5000 mètres d'altitude, 60 antennes de 12 mètres de diamètre, qui regardent en même temps le même coin du ciel. C'est un instrument qui est sensible aux longueurs d'onde qui sont absorbées plus bas dans l'atmosphère, d'où sa raison d'être à 5000 mètres, parce qu'on va étudier ce qu'ils appellent le gaz froid dans l'univers. Formation des galaxies, formation des étoiles, formation des planètes, etc. Alors, au même moment, les 60 antennes regardent le même objet du ciel. Après, par des combinaisons électroniques, va mélanger, combiner tous ces rayonnements reçus et va avoir une acuité visuelle, une capacité de voir des détails d'une finesse absolument incroyable dans l'univers. Et il y a une dizaine d'années, des collègues qui travaillaient dans ce domaine regardent un petit nuage, comme la nébuleuse d'Orion, un peu plus petite. Alors ça, c'est une image juste touristique, hein, pour vous montrer ce que c'est beau, cette région. Alors, ils tournent leurs 60 antennes vers ce petit nuage rose que l'on voit ici, petite nébuleuse, hein, pas beaucoup, et ils se disent, qu'est-ce qu'il y a au centre? Qu'est-ce qu'on peut voir? Et voilà ce qu'il y a au centre du nuage, une étoile jeune, et quand on agrandit avec l'interféromètre, ce que l'on voit, c'est un petit disque de gaz et de poussière où la formation de nombreuses planètes ont enlevé la matière selon des tores. Comme ça. Donc ici, on voit la naissance d'un système planétaire. Actuellement, c'est le niveau de la recherche. On est capable de voir les lieux de formation des systèmes planétaires. Alors, évidemment, les gens ont aimé ce genre de choses,
et on regardait beaucoup d'autres systèmes, et vous voyez, c'est une généralité. Toutes les étoiles jeunes qu'on regarde ont ces disques de gaz et de poussière où la formation des planètes ont enlevé ce qui se trouve dans un anneau pour évidemment constituer la planète. Voilà, donc voilà, ça je reviens à maintenant plutôt des domaines qui me sont plus proches. Évidemment, on a pris goût à la construction d'instruments de plus en plus précis. Pourquoi? Parce que plus la planète est légère, plus vous avez le besoin de mesurer d'infimes variations de la vitesse. Donc, ces progrès de la technique sont indispensables pour explorer le domaine des petites planètes, dont la Terre. Alors, c'est un instrument, un spectrographe, voilà. C'est pour mesurer l'effet Doppler. Alors, je ne vais pas vous décrire les 5000, mais un système uniquement. Ici, vous avez un diagramme qui porte la vitesse radiale en fonction des jours. Alors, comment est-ce qu'on fait? Une nuit, vous avez le télescope, vous pointez une étoile, vous mesurez sa vitesse, vous mettez un petit point rouge dans le diagramme. Une semaine après, ou comme ça, vous répétez la mesure. Vous mettez un nouveau point rouge. Et là, après 7 ans, sur le diagramme du haut, hein, vous voyez cette sorte de boudin comme ça, qui nous dit oh, il doit y avoir au moins une planète là-dedans, avec plusieurs années de période. Et en fait, quand vous mettez toutes ces mesures dans l'ordinateur, lui, il est capable de voir qu'il n'y en a pas une, mais il y en a 7. Et après, l'ordinateur est capable de les séparer. Donc, tout d'un coup, on a un système multiplanétaire qui est découvert avec des périodes aussi courtes que 1 jour, 6 jours, 16 jours. On n'a pas ça dans le système solaire. Et ça, c'est juste un exemple de la découverte de la diversité des systèmes planétaires dans l'univers. Notre système n'est de loin pas un modèle unique de ce que l'on peut observer. Juste pour illustrer un autre aspect de la diversité des planètes, des systèmes planétaires, ici vous avez un diagramme où on met d'une part la masse des planètes en ordonnée, on met la période horizontalement, et vous voyez, chaque petit point représente un système planétaire, ou une planète. Et on voit qu'on a des objets qui ont des périodes aussi courtes qu'un jour, ou même quelques heures. On a des planètes qui ont des périodes de 10 ans ou plus. On a des masses qui sont plus petites que la masse de la Terre, voire 10 fois la masse de Jupiter. On a des orbites extraordinairement allongées, alors que toutes les planètes du système solaire sont presque sur des cercles, etc. Donc on découvre la très grande complexité de la formation des systèmes planétaires. À la clé, c'est la compréhension de la formation du système solaire et de la Terre en particulier. Voilà, un phénomène simplement un problème de physique très complexe. Maintenant, j'aimerais ouvrir la discussion sur un cadeau que nous fait la nature, qui n'était pas tellement anticipé à l'époque, le fait de découvrir ces systèmes planétaires très serrés. Hein. Vous avez une planète, une étoile ici, et une planète qui tourne en quelques jours, donc elle est très près de l'étoile. La probabilité qu'il y ait une éclipse, alors on utilise le terme de transit, donc ça veut dire que entre votre œil et l'étoile, la planète va passer devant. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir baisser la luminosité de l'étoile, périodiquement, toc, toc, comme ça, etc. Ce genre de mesure vous donne accès au diamètre de la planète, comparé à celui de l'étoile. Donc, l'effet Doppler vous donne la masse, ça vous donne accès au diamètre de la planète. Mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes encore. Quand vous voyez la planète passe derrière, le flux infrarouge de la planète va diminuer. Ça vous permet de mesurer la température de l'atmosphère de la planète. Quand la planète est devant, vous voyez le petit anneau bleu qui est sur ce dessin, eh bien c'est l'atmosphère de la planète qui filtre la lumière de l'étoile. Si vous analysez le changement des longueurs d'onde émises à ce moment-là par l'étoile, vous êtes capable d'analyser la composition chimique de la planète. Voilà, on ne les voit pas, mais on est capable de dire un nombre incroyable de renseignements à leur sujet. Alors voilà, 4 ans après la découverte, on avait de la première planète, on avait découvert une autre planète
qui avait une période de 3,5 jours. Donc elle était encore un peu plus serrée. Et on a dit, elle peut peut-être passer devant l'étoile à tel moment. Et on collaborait avec des collègues américains qui, à la minute près, ils ont vu baisser la luminosité de l'étoile, et ça a permis justement de déterminer le diamètre de cette première planète directement. Nos collègues américains ont redemandé du temps avec le télescope spatial l'année suivante, et vous voyez la courbe incroyable que l'on peut avoir quand on n'a pas l'atmosphère terrestre. C'est la même courbe physique, bon, l'échelle n'est pas tout à fait la même, qui montre que quand on est dans l'espace, on peut faire des mesures d'une qualité incroyable. Et ça, c'est une planète comme un Jupiter, hein, c'est une grosse planète gazeuse, mais si on a une précision aussi fabuleuse, immédiatement vous dites, est-ce qu'on ne peut pas trouver des terres? Et c'est ce qu'a fait en particulier le télescope Kepler, le télescope de la NASA, qui a été lancé il y a une dizaine d'années et qui a cherché des planètes par ce moyen-là. Alors j'ai essayé de vous décrire la méthode. La réalisation est compliquée, l'idée est simple. Imaginez que vous avez la Terre ici, et là vous avez le télescope spatial Kepler. Il mesure un coin du ciel. Pendant 3 ans, il ne fait que mesurer le même coin du ciel, comme ça. Il fait une mesure, peut-être, disons, toutes les 30 secondes. Après 3 ans, il a des milliers de mesures pour une étoile. Il a des milliers d'étoiles, 100 000 étoiles à peu près, qu'il a suivies. Et évidemment, à ce moment-là, vous analysez, et qu'est-ce que vous trouvez? Vous avez de temps en temps une étoile qui fait ça, ok, elle a une planète qui tourne autour. À ce moment-là, vous mettez un petit point dans le diagramme, rayon en unité terrestre, période en jour, petit point noir. Et il y en a tout d'un coup qui sont plus compliqués. Vous avez des courbes un peu compliquées, vous regardez ce qu'il en est, et vous découvrez, par exemple, qu'il y a 5 planètes qui tournent autour de la même étoile. Simplement en regardant passer des planètes devant l'étoile à une baisse de luminosité. Une mine incroyable de résultats, des milliers de planètes ont été découvertes par ce moyen-là. Le problème, c'est que ces planètes-là, vous avez leur rayon, mais vous n'avez rien de plus. D'où la nécessité de construire un nouveau spectrographe dans l'hémisphère nord, qui est sur l'île des Canaries, La Palma, où il y a le volcan Séjour, qui a pour but de mesurer la masse de ces planètes détectées par le satellite Kepler. Donc, on ne voit pas d'opposition entre l'espace et le sol, c'est au contraire une synergie des deux types d'endroits et d'instruments. Alors, on commence il y a une dizaine d'années à mesurer ces objets. Non, là. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce diagramme là, ça fait peur à certains. Ici, on met le rayon des planètes en fonction. Ouais, merci. On met le rayon des planètes mesurées en fonction de leur masse détectée par le spectrographe. Et on compare à des modèles théoriques de géophysique pour essayer de voir si elles sont gazeuses, etc. Et on voit qu'on trouve une séquence de planètes rocheuses jusqu'à peu près 5 fois la masse de la Terre. Donc on est capable déjà d'étudier des planètes analogues à la Terre et même les caractériser par rapport à différents points. Alors, le problème, comme je vous l'ai dit, la Terre, ces petites planètes rocheuses, elles ont un défaut, elles sont très légères, donc elles ne perturbent pas beaucoup les étoiles, d'où la nécessité de construire de nouveaux instruments. Et ça, c'est notre dernier instrument qui a été installé il y a 2 ans au Chili, qui collecte la lumière récoltée par 4 télescopes de 8 mètres. Imaginez, chaque miroir a 8 mètres de diamètre, et vous collectez la lumière ensemble sous le plateau du Mont Paranal pour l'amener dans l'instrument qu'on a mis en service, qui voilà, un dessin qui caractérise ça. Alors, tous les rayons bleus, ça c'est pour dire qu'on corrige encore les défauts de l'atmosphère terrestre. Et juste pour montrer l'effort qui s'est
l'engouement qui s'est placé récemment pour ce sujet, vous avez ici l'instrumentation pour la recherche des planètes qui s'est développée au cours des 20 dernières années dans seulement 2 observatoires qui me sont plus familiers, un au Mont Paranal et l'autre sur une autre montagne du Chili. Une foison, et ça c'est vrai pour évidemment des dizaines d'autres observatoires. Et évidemment, quand vous voulez analyser ces tout petits changements de longueur d'onde, eh bien vous devez avoir beaucoup de photons, beaucoup de particules lumineuses pour pouvoir déceler ces tout petites variations. Et pour faire cela, vous avez besoin d'un grand télescope. Et ici, je vous mets une image, un dessin d'un télescope en construction actuellement encore au Chili, un diamètre de 39 mètres. Alors, je ne peux pas dire, mais ça, c'est peut-être 20 mètres de diamètre, cette salle, à peu près. Donc, ça veut dire que la surface est 4 fois plus grande que cette salle. Voilà. Ça, c'est le télescope du futur, qui est, c'est pas de la science-fiction, il est prévu pour être prêt en 2026. Voilà une autre image de ce télescope. Et voilà l'état où il était il y a 2 ans quand on y était. Donc la construction, la base était déjà prête à ce moment-là. Ici, c'est le successeur du télescope spatial, 6,50 mètres, donc petit par rapport au télescope précédent, mais par contre hors de l'atmosphère terrestre, donc évidemment avec des capacités exceptionnelles. Maintenant, je viens à la question qui intéresse peut-être certains d'entre vous, à savoir, est-ce qu'on est capable de détecter des planètes comme la Terre, et encore plus, est-ce qu'on est capable de détecter de la vie sur ces objets-là? Alors, ça paraît complètement trop ambitieux, puisque je vous dis, on ne les a même pas encore vus, on les détecte de manière indirecte, etc. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à détecter de la vie sur tels objets? Mais avant d'évoquer cette possibilité, j'aimerais vous dire pourquoi est-ce qu'on cherche des planètes comme la Terre. Alors ça paraît peut-être un fait d'anthropocentrisme de faire ça. En fait, ce n'est pas le cas. La vie nécessite une caractéristique fondamentale, c'est de transférer l'information d'une génération à une autre. Et la seule manière qu'on connaisse, qui est de toutes les êtres vivants, ceci se fait via le code génétique. Donc une longue chaîne d'atomes et de molécules, très très longue, un très très grand nombre d'atomes, qui a une particularité, c'est que si vous la chauffez au-delà, disons, de 120 degrés, un peu plus dans des cas extrêmes, eh bien elle se casse et il n'y a pas de transmission de la vie. C'est ce que vous faites quand vous stérilisez des aliments, pour éviter la formation de bactéries. Quand, inversement, si vous refroidissez en dessous de moins 20 degrés, la chimie est tellement lente qu'il n'y a plus grand-chose d'intéressant qui se passe. Donc le domaine de l'eau liquide, qui est un solvant extraordinaire de la chimie, eh bien, c'est le domaine où la vie a une chance de transmettre l'information d'une génération à l'autre. Donc, les astronomes, eux, vont chercher à trouver des planètes comme ceci. Et ceci, donc la question sous-jacente, c'est est-ce que la vie est un impératif cosmique? À savoir, quand les conditions, peut-être très nombreuses, de température, de stabilité de l'atmosphère, de composition chimique sont là, est-ce que la vie va spontanément émerger? Est-ce qu'on va, en un certain sens, est-ce que c'est presque un développement inéluctable de l'évolution de l'univers? Alors, évidemment, il n'est pas question d'aller là-bas pour regarder. Hein. On aimerait bien, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, on va chercher à détecter des biomarqueurs, c'est-à-dire faire une analyse chimique des atmosphères pour détecter des anomalies qui nous disent la vie est actuellement en développement sur cette planète. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que la vie peut, à elle seule, perturber une atmosphère? Et alors, je ne vais pas donner, il y en a des quantités d'exemples de biomarqueurs, mais il y en a un qui est peut-être plus facile à percevoir, qui est celui de l'ozone. Tout le monde sait que
on a 20% d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. Ça, quand on est enfant, bon, ben on le prend comme tel, et on ne voit rien d'anormal à ça. Et tout d'un coup, les chimistes nous disent, attention, ce n'est pas du tout normal. L'oxygène n'a qu'une envie, c'est se lier avec les roches pour faire des oxydes. Et s'il n'y avait pas la vie, eh bien, il y aurait quasiment plus d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. Ce n'est uniquement parce qu'il y a de la vie qu'on maintient artificiellement, on maintient ce très haut taux d'oxygène. Voilà, ça c'est l'exemple de un biomarqueur. On peut en construire tout, l'autre, simplement, c'est plus facile. Alors, je n'ai pas bien décrit ce diagramme. Là, c'est la comparaison de 3 planètes sœurs, en bleu, la Terre, en jaune, Vénus, en rouge, Mars. Vous voyez que on a une énorme caractéristique qui nous dit qu'il y a du CO2, du dioxyde de carbone, mais ce qui est original, c'est cette transition bleue qui se trouve là en haut, à 9,7 microns, c'est d'infrarouge, comme ça, qui nous révèle, l'ozone c'est de l'oxygène, il y en a simplement 3 atomes d'oxygène. Donc cette caractéristique nous dit, si un extraterrestre regardait la Terre avec les moyens qu'on a, il pourrait dire il y a de la vie sur Terre parce qu'il a vu cette signature. Bon, peut-être qu'il faut qu'il y en ait d'autres pour être convaincu, mais il y en aurait. Voilà, ça c'est l'idée qui se cache là derrière, trouver des indicateurs chimiques du développement de la vie sur ces exoplanètes. Voilà. On va beaucoup plus loin. Déjà maintenant, on est capable d'analyser la composition chimique des planètes. Vous dites, c'est complètement fou, on ne les voit pas. En gros, je vais essayer de décrire l'idée. Quand on regarde une planète passer devant l'étoile, plus elle est grande, plus ça fait baisser la luminosité. Maintenant, si vous regardez dans une longueur d'onde où l'atmosphère est opaque, la planète paraît grande. Donc, elle fait beaucoup baisser la luminosité. Si vous regardez dans une longueur d'onde où l'atmosphère est transparente, eh bien, la planète paraît plus petite. Donc, le contraste de la baisse est plus petit. Et si on fait ça pour beaucoup de longueurs d'onde, eh bien, vous arrivez à analyser la composition chimique de la planète. Et c'est ce qui a été utilisé pour détecter depuis déjà 20 ans à peu près du sodium, de l'eau, du CO2, du méthane, du fer, etc. Donc c'est incroyable l'ingéniosité des gens autour de cette thématique qui sont déjà capables, même sans les voir, de dire des choses aussi évoluées que ça. Alors cette photo sort complètement de la thématique de ce que je voulais vous décrire, mais juste pour vous faire sentir un petit peu les distances. Ceux qui connaissent la réponse ne le disent pas. Quelle est la chose la plus émouvante dans cette photo? Alors ça, c'est d'abord une performance technique. C'est une des sondes de la NASA qui se met juste derrière un satellite de Saturne qui cache exactement la planète Saturne. Donc Saturne qui est là juste en haut à gauche, on ne la voit pas. Par contre, on voit les anneaux. Voilà, ils sont là. Mais ce n'est pas ça qui est exceptionnel. La chose la plus exceptionnelle que vous voyez ici, c'est ce petit point ici, c'est la Terre. Vu à seulement à peu près une demi-heure-lumière, donc vous voyez, c'est vraiment tout près, ben, notre Terre, c'est rien d'autre que ce petit point lumineux. Et quand on parle d'exoplanètes, on parle d'objets qui sont à des dizaines ou des centaines d'années-lumière. Donc ça n'a rien à voir déjà au point de vue distance ici. Et on va faire un petit calcul ensemble. Ici, alors, l'homme est allé il y a 50 ans sur la Lune, Apollo 11, il a mis 3 jours pour y aller. La lumière, elle met une journée pour y aller. Non, la lumière met 1 seconde pour y aller. Donc voilà, ça, la lumière, 1 seconde, l'homme, 3 jours. Maintenant, imaginez que dans nos recherches de planètes parfaitement habitables et tout, qui ont toutes les bonnes conditions, on en trouve une à 30 années-lumière. 30 années-lumière, c'est vraiment une voisine. Je vous rappelle, la galaxie, c'est 100 000 ans. Hein. Donc, c'est vraiment une voisine. Alors, imaginons ça.
Eh bien, je vous dis simplement 30 ans, c'est déjà 1 milliard de secondes. Donc, une planète parfaite à 30 années-lumière, ce serait déjà 1 milliard de fois 3 jours à la vitesse d'Apollo 11. Voilà, ça c'est pour avoir un sens un petit peu des dimensions complètement folles qui se cachent là derrière. Maintenant, alors évidemment, les optimistes parmi vous dites, évidemment, il suffit d'accélérer. Mais n'importe quel conducteur de voiture sait que quand on accélère, ça consomme plus d'énergie. Hein. Et donc, pour accélérer, il ne faut pas accélérer d'un facteur 2. Accélérer d'un facteur 2, 1 milliard divisé par 2, ça reste encore long. Hein. Donc, il faut accélérer proche de la vitesse de la lumière et décélérer quand on arrive tout près. Hein. Donc, comme ça, il faut accélérer à la vitesse de la lumière ou presque. Et ça, la débauche d'énergie est tout simplement irréalisable. Donc, la seule conséquence de ce petit calcul qu'on fait ensemble, c'est qu'on n'ira pas sur les exoplanètes. Donc, il y a des films ou des livres qui sont très plaisants, Star Trek et autres, combat de galaxies, combat de civilisations, etc. C'est très bien à lire, ce n'est pas de la science. On n'ira pas, l'humanité n'émigrera pas sur une autre exoplanète. Alors, je ne parle pas de Mars, de l'intérieur du système solaire, mais les exoplanètes sont complètement au dehors. Et donc, la seule chose qu'on peut dire, que nous, l'humanité est liée à cette planète-là, bon, on a intérêt à l'aménager. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour cet exposé qui nous interpelle à plusieurs égards, en particulier toutes les questions que vous avez posées en conclusion de votre exposé. Et en tout cas, vous nous rassurez s'il n'y a pas de plan B, et j'espère que tout le monde est convaincu aujourd'hui de la nécessité de sauver cette planète. D'où cette lutte contre tout ce qui pollue notre planète. Merci pour cette conférence, professeur. Merci. Et je m'adresse aux collègues et amis qui ont envie de poser des questions et des éclaircissements. Vous avez la parole. Les étudiants. Ah, Claude. Il faut allumer le micro. Je ne suis pas physicien, je vous félicite. Je suis biologiste et médecin. Alors le plan B, pourquoi ne pas envoyer asperger d'ADN? Parce que même si ça met plusieurs milliards de secondes pour y arriver, bien après nous, après tout, l'ADN arrivant là, on peut tout attendre. Oui, moi je ne suis pas non plus biologiste, donc je vais vous dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de rayons cosmiques dans le milieu interstellaire et que la matière vivante n'aime pas voyager trop longtemps irradiée par des rayons cosmiques. Donc d'une part, il y a cet aspect-là des rayons cosmiques, d'autre part, la stabilité de certains acides gras dans les corps vivants ne supporterait pas d'être plusieurs millions d'années. Donc je crois que les voyages interstellaires, même si on n'est pas là avec, disons, vivant, malheureusement, en envoyant le code ADN là-bas, il arriverait en très mauvais état. Merci, éminent professeur, pour cet éclairage. Nous avons beaucoup appris. Nous sommes aussi chercheurs, mais biologistes comme mon prédécesseur.
Alors, nous avons constaté que de plus en plus, il y a, excusez-moi du terme, un vieillissement du personnel qui s'investit dans les technologies et sciences spatiales. Je voudrais savoir au niveau de votre université, est-ce que des dispositions ou mécanismes ont été mis en place pour susciter un peu l'intérêt de ces sciences que le commun des mortels considère comme inaccessible à l'esprit humain, ou bien n'est accessible qu'au génie. Est-ce qu'il n'est pas temps de, j'allais dire, démocratiser, sinon rendre un peu plus sociable et publique la science spatiale pour que les jeunes puissent s'investir davantage et assurer valablement la relève? Oui, il y a deux aspects. Je pense que c'est un devoir des scientifiques, à coup sûr, de faire de la vulgarisation, de transmettre le niveau des connaissances, enfin, des découvertes dans le grand public. Ça, c'est indispensable. Modestement, c'est ce que je fais aussi maintenant, en faisant beaucoup de conférences par année, un peu partout. Cela dit, après, au niveau de la structure, disons, en âge des chercheurs, mon opinion, c'est plutôt qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs. Actuellement, on a plutôt plus de jeunes chercheurs qu'avant. La population de chercheurs était limitée. Donc, en gros, je dirais, en étant un petit peu simpliste, disons, comment dire, il fallait attendre longtemps pour avoir un poste permanent et de rester dans la recherche. Actuellement, il y a énormément, le recrutement des jeunes chercheurs est gigantesque. Au point que, bon, moi je suis à la retraite depuis 12-13 ans, je ne sais pas, comme ça. Quand je vais, maintenant je retourne régulièrement à l'Observatoire de Genève, la moitié, je ne sais pas, je ne les connais pas parce qu'on a un tel niveau de recrutement de doctorants et de post-doctorants de tous les coins du monde, comment dire que simplement on est 170 dans 170 dans l'Observatoire de Genève, donc il y a énormément de jeunes visages. Non, moi je ne suis pas très pessimiste à ce niveau-là. Il y a un problème qui existait, je ne sais pas s'il existe encore vraiment, qui est, comment dire, de susciter l'intérêt pour la science pour pouvoir que beaucoup de jeunes étudiants se dirigent plutôt vers la science que plutôt vers d'autres domaines de l'université. Je crois que ça c'est un problème important de susciter la curiosité de leur dire que c'est un beau métier. Disons que c'est dire, voilà. Alors après, ça peut être dans le spatial, ça peut être sur Terre, en biologie, en géophysique. Ça, je dirais que c'est peu important. Comment dire, tous les domaines de la science sont absolument fascinants. Et comment dire, moi, je n'ai pas trop peur. Il y a quand même beaucoup de jeunes chercheurs. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre interrogation. Ah, alors ça c'est... Le déséquilibre est très criard au point qu'il faudrait qu'on mette en place des mécanismes pour tirer vers le haut ces pays suscités, puisque l'accessibilité à l'information, à la technologie est un peu difficile. Donc il faudrait un peu plus de solidarité, je voudrais dire. Alors ça, c'est pour ça que je vous repassais la parole, parce que je n'étais pas sûr d'avoir répondu à votre question. Je suis évidemment tout à fait conscient de ce problème-là et de la nécessité d'associer le plus possible de cerveaux, entre guillemets, de tous les coins du monde pour ce très beau métier, cette très belle recherche, qui, de temps en temps, il ne faut pas l'oublier, a des applications pratiques. Hein. On peut dire, oui, mais à quoi ça sert de faire de la recherche fondamentale? Parce que c'est de la recherche fondamentale, hein, ça, comme ça. Mais je vous dirais quand même quelques petites, on peut en citer des milliers d'exemples. Mais quand Maxwell, il y a 150 ans, écrit les 4 équations qui régissent les phénomènes électromagnétiques, un monument de la physique, il n'a jamais pensé à la télévision, à la radio et tous les phénomènes électriques. Quand vous pensez au grand-père de la mécanique, les Kepler, les Newton et autres, eux n'ont jamais pensé à la mécanique de notre époque. Et pourtant, toute la science spatiale est basée sur ces lois-là.
Vous prenez à une époque plus récente, le GPS que l'on utilise tous, eh bien, sans la relativité d'Einstein, ça ne marcherait pas. Voilà. Donc simplement, la division que l'on peut faire entre sciences fondamentales et sciences appliquées n'existe pas. Il y a un décalage dans le temps, on ne sait pas de combien, il y a un décalage dans le temps, mais c'est toujours là, il y a toujours des retombées. Imaginez Röntgen, vers 1900, rédigeant une demande de financement au Front National, l'organisme qui finance les recherches du début en France il y a longtemps. Je veux découvrir des rayons que j'appellerais X, etc. C'est évident qu'il serait, son projet aurait été refusé. Il n'avait jamais imaginé qu'on ferait des radiographies après, etc. Donc, toute la recherche fondamentale, il étudiait l'impact des électrons sur une couche de phosphore. Est-ce que vous imaginez qu'il avait vu tout le progrès qui allait se cacher là derrière? Donc voilà, la recherche fondamentale, c'est de la recherche. Après, est-ce qu'elle va venir appliquer? Combien de temps après? Ça n'a aucune importance. Il faut faire de la recherche. Il ne faut pas la diriger. Si vous la dirigez, si vous dites aux gens « faites ceci », ce n'est pas ça qui donnera les meilleurs résultats. Les gens ont des bonnes idées, des fois moins bonnes, etc. Mais il faut laisser s'exprimer la créativité des gens et après coup, on reçoit un cadeau quand ça peut s'appliquer. S'il vous plaît. Merci, professeur. Personnellement, vous m'avez fait rêver quand vous parlez de l'univers qui nous entoure et tout ce qui a été mis en place comme moyen technique et technologique pour voir ce qui se passe le plus loin de chez nous, planète Terre. Bon, ma question, moi je suis chimiste de formation, minéraliste. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre sorte de vie? Maintenant, la vie, elle est constituée autour du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et tout ça. Est-ce que demain, on ne peut pas penser d'autres conditions physiques où on aura une chimie peut-être autour du phosphore, autour du fluor, et voir aussi autre schéma de la vie, autre que ce que nous avons actuellement? C'est une question, je sais que c'est une question difficile, c'est une question, mais on peut se poser cette question vu la diversité du cosmos, de l'espace qui nous entoure et des conditions qui sont difficiles et différentes de ce que nous imaginons en tant qu'être humain. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre sorte de chimie dans l'univers? Merci. Bon, je me sens évidemment mal armé pour discuter avec un chimiste sur ces questions-là. Le peu que j'en sais dans tout ça, c'est qu'on ne connaît pas tellement d'autres corps chimiques qui soient capables de faire une chaîne aussi longue que l'ADN. C'est-à-dire que l'énorme complexité qui se cache derrière la vie, comment dire, et entre autres, d'avoir des chaînes aussi grandes que l'ADN pour la transmission de la notion de vie d'une génération à l'autre, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres corps chimiques qui offrent cette richesse chimique. Si vous regardez, longtemps, je sais qu'il y a des gens qui ont cherché la possibilité d'une vie basée sur le silicium. Mais quand on regarde les molécules qu'on trouve dans la nature basées sur le silicium, ce n'est pas des choses extrêmement complexes, pas très longues. Il n'y a pas de grande complexité. Donc le carbone, il paraît vraiment une source incroyable de possibilités qui n'existent pas pour d'autres corps. Mais je reconnais que je sors de mon domaine. Quel est l'intérêt de faire tout ce travail et cette recherche et ces efforts pour un voyage vers Mars? Oui, c'est aussi un domaine qui me tient bien à cœur. Comment dire?
Je pense que pour moi, il y a deux aspects. L'aspect de la découverte, l'aspect de ce moteur de curiosité de l'homme qui va aller au sommet de l'Everest parce qu'il veut aller aller au pôle sud ou aller au pôle nord, comme ça. Il est allé sur la Lune, etc. Donc cette démarche d'explorer ce qui est possible à l'homme, et donc qu'il y ait des missions qui aillent sur Mars pour faire des analyses, pour explorer tout, voire simplement pour dire à l'humanité, oui, l'homme est allé jusqu'à Mars. Voilà. Ça, je trouve très bien. Par contre, les rêves, enfin, je ne sais pas si c'est des rêves, mais d'Elon Musk, pour ne pas le nommer, de dire, par exemple, j'imagine que dans 100 ans, il y aura 1 million d'humains qui aura émigré sur Mars. Ça me paraît débile. Encore pire, c'est de développer du tourisme pour aller sur Mars. Ça me paraît démentiel, complètement. Je n'ai pas de mots pour critiquer ce genre de choses. Il faut voir que le sol martien n'est pas possible pour la culture. L'homme ne peut pas respirer. Il n'y a pas d'atmosphère. Il y a 1% d'atmosphère et il n'y a pas d'oxygène. Comment dire? On ne peut pas cultiver, on ne peut pas respirer. Il y a des rayons cosmiques. Donc, aller envoyer des touristes sur Mars avec un débauche d'énergie gigantesque pour aller s'enterrer à l'abri des rayons cosmiques pendant quelques temps. Bon, ils feront des petites sorties, à part, évidemment, on va quand même le visiter. Mais comment dire, ça paraît tellement stupide. Enfin, je n'y crois pas. Et puis, je trouve même, il y a un petit côté scandaleux. D'un côté, on dit aux gens, il faut économiser l'énergie, il ne faut pas polluer, il faut comme ça. Et là, tout d'un coup, parce qu'une personne veut aller dire qu'il a été touristiquement sur Mars pendant quelque temps, voilà, je suis en total désaccord avec cette idée. Oui. Bonjour, professeur. Merci pour cette extraordinaire conférence. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir quelle est votre impression ou votre ressenti de la part du hasard dans les grandes découvertes. La découverte de l'exoplanète, la première exoplanète, pas dire elle est complètement due au hasard, mais c'était suite à des recherches, si je ne me trompe pas, sur l'astérosismologie, pour savoir quelles sont les fluctuations des étoiles d'une façon générale. Et ça a donné lieu à la première exoplanète. La deuxième question qui s'ensuit, pourquoi 24 ans après, pourquoi tout ce temps pour reconnaître l'importance de cette découverte et lui décerner le prix Nobel? Et merci. Oui, je vais répondre déjà à la deuxième partie. Alors c'est clair, on a reçu le prix Nobel avec Didier 25 ans à peu près après la découverte. Cela dit, on était des favorisés, on était rapide, puisque si vous faites un diagramme entre l'année de la découverte qui a induit le prix Nobel et l'année où les gens l'ont reçu, en moyenne actuellement c'est 30 ans. Alors il y a de notables exceptions où c'est donné 2 ans après, etc. Mais en moyenne c'est 30 ans. Nous on l'a fait 25 ans après, 24 ans, je ne sais pas. Donc on était rapide. Voilà. Maintenant, pour revenir le début de l'autre question, en fait, la découverte de l'exoplanète n'a pas été motivée par l'astérosismologie, bien qu'après on en ait fait. Non, c'était en fait, c'est comment dire, le hasard, il est toujours là. Hein. Moi, j'ai fait ma thèse, donc la dynamique des galaxies, rien à voir avec ça. À un moment donné, j'avais le besoin de vitesse d'étoiles précises, comme ça. Les catalogues n'existaient pas. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là et j'ai pris goût à construire des spectrographes. Voilà. Mais je ne pensais absolument pas aux exoplanètes à ce moment-là. Et c'est seulement parce que le directeur de l'Observatoire de Provence, en la fin des années 80, me dit « Est-ce qu'on ne peut pas construire un autre instrument plus précis ?» puisqu'il y avait 15 ans après le développement de la technologie. Nous, ça nous faisait plaisir avec un professeur de Marseille, opticien. Évidemment, on était tout content de faire ça. Et puis la précision, elle était tout d'un coup 20 fois meilleure. Et puis on se dit 20 fois meilleure, voilà. C'est juste ce qu'il nous faut
pour détecter des planètes. Et voilà, c'est là qu'il y a le hasard qui entre en jeu. Et puis après, une fois que la machine est là, c'est plus le hasard. Hein. On a construit la machine, on fait un programme construit pour les détecter. Donc le hasard, il joue jusqu'à un certain point. Comment dire, le hasard, il joue aussi sur l'endroit de votre naissance. Comme ça, mais ça ne détermine pas toute votre vie, hein, etc. Voilà. Donc le hasard a joué, voilà, je me suis intéressé à ce sujet, mais ce n'est pas un rêve d'enfant, déjà à 6 ans, je veux découvrir la première planète, on est d'accord. Hein. Et si vous permettez une dernière question, comment pensez-vous, parce que cette recherche spatiale, manifestement, sa caractéristique, c'est qu'elle coûte trop cher, et très très cher. Et n'importe quelle expérience demande des investissements énormes. Comment, entre guillemets, démocratiser cette science et cette recherche? Alors, je vais vous contredire, tout respect que j'ai pour votre fonction. C'est pas si cher que ça. La clé qui se cache là derrière, c'est... Ah oui, c'est pas si cher que ça. La clé qui se cache là derrière, c'est que les pays se sont groupés. Et l'ESO, c'est 16 pays qui construisent des instruments donc c'est environ 500 millions, un peu plus de 500 millions de personnes, qui construisent des instruments en arrondissant, je dirais, à 1 milliard. Donc c'est un investissement de l'ordre de 2 francs, ou maintenant 2 euros, par habitant, pour construire... Oui, de l'Union européenne. Donc, alors, on peut se dire, est-ce que l'Union européenne, ou enfin n'importe quel pays, s'est justifié de mettre 2 francs pour des questions aussi fondamentales qui est simplement la curiosité de l'homme. De la même manière, quand on va faire de l'archéologie pour trouver les fossiles humains, pour comprendre l'émergence de l'homme dans la vallée de l'Est, dans le Rift, etc., ça coûte beaucoup moins cher parce que ce n'est pas des gros instruments, mais ce n'est pas là la question. C'est-à-dire, là, l'homme s'intéresse à son passé. Là, on s'intéresse à son environnement et aussi son passé, si on parle à l'origine de la vie. Et alors, comment dire, c'est des sommes gigantesques, mais rapportées à la population qui se pose la question. Et puis alors, vous me dites, est-ce qu'on ne pourrait pas la démocratiser? Alors, je dirais, la Suisse paye, dans les personnes qui sont du club, payent au prorata de leur PNB. Et pour la Suisse, c'est de l'ordre de 3% du club, ou comme ça. Et ça ne donne aucun droit pour avoir du temps de télescope. Après, les astronomes des pays peuvent demander, proposer un programme. Il y en a à peu près 900 par année qui sont proposés. Il y a des comités formés de personnes de différents pays et autres qui mettent des notes sur l'intérêt du programme, la faisabilité, etc. Et après, on distribue le temps d'après les meilleurs. Donc c'est un problème purement élitiste. Et je dirais que c'est le pire que peut faire un astronome dans de ces pays, c'est d'aller se plaindre à son gouvernement en disant « on n'a pas eu assez de temps en retour ». Parce que la réponse serait immédiate, soyez meilleurs. Voilà, ça c'est le problème. Et même si un astronome d'un autre pays qui n'est pas membre du club a une bonne idée, demande du temps, il l'obtiendra. Merci. De l'ambassade de Suisse, l'Académie du Royaume et de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, et à la prochaine conférence, Inch'Allah.